Ma famille vénérait ma sœur comme une sainte, jusqu'à ce Thanksgiving où j'ai révélé que j'étais multimillionnaire. Elle a jeté son vin, ma mère a fait une crise de nerfs, et mon père a juste murmuré, « Tu nous as menti ». En grandissant, j'ai appris très tôt que certains enfants naissent pour être le soleil, alors que d'autres n'existent que pour servir de décor. Ma sœur Madison était toujours le soleil, j'étais, quant à moi, définitivement le décor. Elle est arrivée la première, 3 ans avant moi, entrant dans le monde avec ce que ma mère appelait la grâce d'une vieille âme. Au moment où je suis né, la dynamique familiale s'était déjà cristallisée autour de son éclat. Madison a marché plus tôt, a parlé plus tôt, et charmait tout le monde dans un rayon de 3 mètres avec son sourire édenté et son vocabulaire précoce. J'étais Iris, la pensée après coup celle qui pleurait trop, et qui mettait plus de temps à tout faire. Notre maison d'enfance, dans la banlieue du Michigan, était essentiellement un sanctuaire dédié aux exploits de Madison. La porte du réfrigérateur ne pouvait plus supporter un seul aimant, car chaque centimètre carré affichait ses notes parfaites, ses projets artistiques, et ses certificats de diverses compétitions. Mes dessins, eux, allaient directement dans un tiroir de la cuisine. Mon bulletin scolaire, rempli de notes honorables, ne récoltait qu'un « c'est bien, ma chérie est distrait », avant que la conversation ne revienne inévitablement sur le dernier triomphe de Madison. Elle est devenue capitaine de l'équipe de volley, j'ai passé les sélections, et j'ai été recalé. Elle décrochait le premier rôle dans chaque comédie musicale de l'école, je travaillais dans les coulisses, à peindre les décors. Elle est entrée à l'université Northwestern avec une bourse partielle, je suis allé à l'université communautaire locale, car c'était tout ce que nous pouvions nous permettre, après que mes parents s'étaient saignés aux 4 veines pour payer le reste des frais de scolarité de Madison. La comparaison n'était pas seulement implicite, elle était le bruit de fond constant de mon existence. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenue la question rhétorique préférée de ma mère. Mon père soupirait, et secouait la tête chaque fois que je peinais sur mes devoirs de maths, marmonnant que Madison, elle, avait compris le calcul infinitésimal de manière intuitive. Les amis de la famille s'extasiaient sur les accomplissements de Madison, avant de se tourner vers moi avec des sourires polis et compatissants, pour me demander ce que je devenais ces temps-ci. J'ai passé mon adolescence à essayer de me forger une identité qui ne soit pas celle de la petite sœur de Madison. J'ai pris des cours différents, j'ai rejoint des clubs différents, et j'ai développé des centres d'intérêt différents. Rien n'a fonctionné. Chaque réussite me semblait creuse, car elle ne serait jamais à la hauteur du standard doré qu'elle avait établi. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de rivaliser. Je suis devenue silencieuse, je me suis fondue dans le décor, et j'ai appris à sourire devant le défilé sans fin des victoires de Madison. Alors que ma propre vie ressemblait à un brouillon, personne n'avait envie de la lire. L'université a été mon plan d'évasion. Même s'il ne s'agissait que d'une université communautaire, c'était un endroit où les gens ne m'associaient pas immédiatement à Madison Parker, étudiante à Northwestern et merveille du monde en titre. J'ai cumulé 2 emplois pour payer mes études, l'un à la librairie du campus, l'autre comme serveuse dans un restaurant le week-end. L'argent était dérisoire, mais c'était le mien. Personne ne pouvait s'en attribuer le mérite, ou le comparer à ce que Madison aurait pu faire à ma place. C'est au cours de mon second semestre que j'ai pris un cours optionnel en informatique, simplement parce qu'il s'insérait bien dans mon emploi du temps. La professeure Chen était une femme à la voix douce, qui avait passé 20 ans dans la Silicon Valley avant de faire un burn-out, et de se retirer dans l'enseignement. Elle avait cette façon d'expliquer les concepts de programmation par des métaphores, le code comme de la poésie, les bases de données comme des classeurs dans votre esprit, les algorithmes comme des recettes pour résoudre des problèmes. Quelque chose à cliquer. Pour la première fois de ma vie académique, je me sentais véritablement intéressé, au lieu de simplement suivre le mouvement. Je dévorais tout ce qu'elle enseignait, je restais après les cours pour poser des questions, et je passais mes nuits à apprendre de nouveaux langages de programmation grâce à des ressources gratuites en ligne. La professeure Chen a remarqué mon enthousiasme, et a commencé à me prêter des livres de sa collection personnelle, me racontant ses années passées à développer des logiciels pour des startups dont j'avais réellement entendu parler. Elle est devenue le premier mentor qui me voyait comme Iris, et non comme le double inférieur de Madison. À la fin de ce semestre, j'ai décidé de rejoindre une université d'État pour poursuivre sérieusement des études en informatique. Mes parents étaient loin d'être enchantés par ces frais supplémentaires, d'autant plus que Madison venait d'être diplômée, et postulait à des programmes de master. Mais j'avais économisé assez avec mes petits boulots pour couvrir la majeure partie des frais, et j'avais droit à des aides financières qu'ils n'avaient même pas pris la peine de chercher pour moi la première fois.
J'ai été transféré à Michigan State, j'ai choisi une colocataire par tirage au sort, et je ne suis presque jamais rentré chez moi pendant ces 2 années. La distance m'a aidé. Les appels téléphoniques avec mes parents sont devenus plus courts, et moins fréquents. Ils me posaient des questions superficielles sur mes cours, puis passaient 30 minutes à discuter du stage de Madison dans une prestigieuse agence de marketing, de son nouvel appartement à Chicago, et de son petit ami sérieux, Marcus, qui travaillait dans la finance. Je faisais des bruits d'intérêt appropriés, puis je raccrochais, me sentant à la fois soulagé et vide. La remise des diplômes a eu lieu un samedi de mai. Mes parents sont venus, ce que j'ai apprécié, même si ma mère a passé la cérémonie à tendre le cou pour voir si certains de mes camarades de classe avaient l'air d'importants. Madison n'est pas venue, elle avait une obligation professionnelle qu'elle ne pouvait pas manquer. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Le département d'informatique a organisé une petite réception après la cérémonie, où la professeure Chen m'a trouvé, pour me présenter à un ancien collègue qui venait de monter sa propre société de développement de logiciels. Il s'appelait Robert Tillman, et il cherchait des programmeurs débutants, prêts à travailler des heures folles pour peu d'argent, mais avec des opportunités d'apprentissage illimitées. J'ai dit oui avant même qu'il n'ait fini de décrire le poste. Cette start-up est devenue toute ma vie pendant les 3 années suivantes. Robert ne plaisantait pas concernant les horaires. Nous travaillions dans un entrepôt reconverti, avec des tables pliantes et des chaises de bureau d'occasion. L'équipe était composée de 5 personnes au total, tous jeunes, affamés, et probablement un peu délirants quant à nos chances de succès. Nous construisions un logiciel de gestion de projet conçu spécifiquement pour les entreprises de construction. Ce n'était pas le produit le plus sexy, mais Robert avait identifié une véritable lacune sur le marché. J'ai plus appris en 3 ans que durant toutes mes années d'études. Robert était un patron exigeant, mais un professeur généreux. Chaque erreur devenait une leçon. Chaque problème devenait un puzzle à résoudre collectivement. Nous vivions de pizza et de boissons énergisantes, travaillions 70 heures par semaine, et avons réussi à convaincre quelques petites entreprises de construction de tester notre logiciel. Puis, ces entreprises en ont parlé à d'autres. Notre base d'utilisateurs a grandi lentement, mais sûrement. Pendant cette période, j'ai maintenu un contact minimal avec ma famille. Nos appels mensuels consistaient principalement en de brèves nouvelles, que je gardais délibérément vagues. Je leur disais que je travaillais pour une petite entreprise technologique, et que je faisais de la programmation. Leur réponse était, au mieux, tiède. C'est bien était devenu leur réaction par défaut, généralement suivie de longues mises à jour sur l'ascension rapide de Madison dans son agence, ses fiançailles avec Marcus, et leur magnifique mariage dans la Napa Valley, qui avait coûté plus cher que toutes mes études. Je n'ai pas assisté au mariage, j'ai dit que je ne pouvais pas m'absenter du travail, ce qui était en partie vrai. Surtout, je ne pouvais pas supporter 3 jours d'invisibilité, pendant que tout le monde célébrait le dernier triomphe de Madison. J'ai envoyé un cadeau généreux, un vase en cristal que je n'avais pas vraiment les moyens de m'offrir et je l'ai appelée pour la féliciter. Elle m'a à peine parlé pendant 5 minutes avant de repasser le téléphone à maman. La percée a eu lieu durant ma 4e année au sein de l'entreprise de Robert. Une importante société de construction basée au Texas a accepté que nous présentions notre logiciel à leur équipe de direction. Robert m'a choisi pour assurer la démonstration technique, car je connaissais le produit sur le bout des doigts. J'étais terrifié. C'était un contrat potentiel qui valait plus que tous nos clients précédents réunis. Si nous le décrochions, nous devrions embaucher, agrandir nos opérations, et peut-être même emménager dans de vrais bureaux. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours avant la présentation, répétant chaque mot, et anticipant chaque question possible. Le matin de l'entretien, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon café. Mais une fois que j'ai commencé à parler, quelque chose a changé. Je n'étais plus l'iris nerveuse. J'étais quelqu'un qui avait aidé à construire quelque chose de réel et d'utile, quelqu'un qui comprenait chaque ligne de code et chaque fonctionnalité, quelqu'un qui croyait en ce que nous avions créé. Les cadres ont posé des questions difficiles, j'ai apporté de bonnes réponses. À la fin, ils hochaient la tête et échangeaient des regards. Nous avons obtenu le contrat. Ce seul contrat a tout changé. En 6 mois, nous avons triplé la taille de notre équipe, et décroché 2 autres contrats avec des entreprises de taille similaire. Robert a commencé à discuter avec des sociétés de capital risque pour financer notre expansion. L'entreprise qui ne comptait que 5 personnes dans un entrepôt en comptait soudainement 40, dans un véritable immeuble de bureaux,
avec un système de climatisation fonctionnel et tout le reste. Quand l'offre d'acquisition est arrivée, 2 ans plus tard, c'était surréaliste. Une entreprise technologique plus importante voulait nous racheter pour une somme que je n'aurais jamais imaginé posséder un jour. Robert a convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe fondatrice, nous 5, qui étions là depuis le début. Nous possédions chacun des parts de l'entreprise, a-t-il expliqué. Si nous acceptions cette offre, nous repartirions chacun avec des sommes substantielles. Ma part s'élevait à 7 millions d'euros. Je suis resté assise dans cette salle de conférence, fixant le chiffre sur le papier que Robert avait fait glisser sur la table, certaine qu'il y avait une erreur de virgule. Mais il souriait, tout le monde souriait, et quelqu'un a débouché le champagne, même s'il était 11 heures du matin un mardi. Nous avons voté à l'unanimité pour accepter. 3 mois plus tard, après que les avocats eurent tout examiné et que les documents eurent été signés, l'argent est apparu sur mon compte bancaire, comme une sorte d'erreur administrative que l'univers finirait sûrement par corriger. Pendant un temps, je n'en ai parlé à personne. J'ai continué à travailler pour l'entreprise qui nous avait rachetés, j'ai continué à vivre dans mon modeste appartement d'une chambre, et j'ai continué à conduire ma Honda Civic de 12 ans, dont la climatisation était en panne. L'argent restait là, intact, pendant que j'essayais de digérer ce qui venait de se passer. J'avais 28 ans, et je possédais plus de richesses que mes parents n'en gagneraient en plusieurs vies. Comment intègre-t-on cette réalité à son identité? Finalement, j'ai commencé à faire de petits changements. J'ai engagé un conseiller financier qui m'a aidé à investir la majeure partie de la somme de manière prudente. J'ai acheté un appartement dans un beau quartier, rien d'ostentatoire, juste un 3 pièces avec des appareils modernes et une place de parking. J'ai remplacé la Civic par une berline Lexus de 3 ans. J'ai fait des dons substantiels au département de la professeure Chen, ainsi qu'aux causes qui me tenaient à cœur. J'ai ouvert un fonds d'études pour mes futurs neveux ou nièces, supposant que Madison et Marcus finiraient par avoir des enfants. Mais je n'en ai pas parlé à ma famille. Chaque fois que je l'envisageais, je me souvenais des années de comparaison et de mépris. J'imaginais la réaction de ma mère, la façon dont elle ramènerait tout à Madison, ou trouverait un moyen de diminuer ce que j'avais accompli. Alors, au lieu de cela, lors de nos appels téléphoniques, je restais vague. Je travaillais toujours dans la tech. Tout allait bien. Oui, j'étais heureuse. Non, je ne voyais personne de sérieux. Et comment allait Madison? Madison allait spectaculairement bien, comme toujours. Elle avait été promue 2 fois, et était désormais directrice principale dans son agence. Elle et Marcus avaient acheté une magnifique maison à Naperville, avec une cuisine gastronomique et un jardin paysager. Ils s'étaient mariés l'année précédente lors d'un mariage élaboré à Napa Valley, auquel je n'avais pas assisté. J'avais prétendu ne pas pouvoir m'absenter, mais c'était surtout une excuse pour éviter 3 jours d'invisibilité. Ils essayaient maintenant d'avoir un bébé. Ma mère ne tenait plus en place à l'idée de devenir grand-mère, spéculant sans fin sur les prénoms et la décoration de la chambre, pendant que je faisais des bruits d'approbation depuis mon appartement, nettement plus beau, qu'elle n'avait jamais vu. Les années ont passé ainsi. J'ai eu 30 ans, puis 31. Mes parents supposaient que je joignais les 2 bouts difficilement dans le secteur technologique, probablement aux prises avec mes pré-étudiants, comme la plupart des milléniaux. Ils faisaient parfois des commentaires sur le coût de la vie, et sur la difficulté de la jeunesse actuelle. J'acquiesçais, et je changeais de sujet. Ce secret me pesait parfois, mais il était aussi une protection. C'était à moi la seule chose qu'ils ne pouvaient pas me prendre, ou diminuer par la comparaison. Puis est arrivée l'invitation pour Thanksgiving. Ma mère a appelé 6 semaines à l'avance, insistant de manière inhabituelle pour que je rentre dans le Michigan pour les vacances. Madison et Marcus seraient là, et cela faisait si longtemps que nous n'avions pas été réunis. Elle a utilisé sa voix de culpabilisation, celle qu'elle avait perfectionnée durant des décennies de parentalité. Ton père s'ennuie de toi. On ne te voit presque plus. Est-ce que la famille ne compte pas pour toi? J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a fait hésiter. C'était peut-être le fait d'avoir 31 ans, et de réaliser que j'avais passé des années à me cacher de personnes dont l'opinion ne devrait plus compter. Peut-être que j'étais fatigué de ce secret. Peut-être qu'une petite part de moi, un peu mesquine, voulait qu'ils sachent qu'ils avaient sous-estimé la fille qu'ils avaient condamnée d'avance. J'ai accepté de venir. Je leur ai dit que j'arriverais le mercredi soir, et que je resterais tout le week-end. Ma mère a semblé choquée, mais ravie.
Elle a immédiatement commencé à planifier un menu élaboré, énumérant tous les plats préférés de Madison qu'elle allait préparer. Je me suis demandé si elle se souvenait seulement de ce que j'aimais manger. Probablement pas. Les semaines précédant Thanksgiving, j'ai hésité sans cesse à leur dire. Mon conseiller financier pensait que j'étais folle d'avoir gardé le secret aussi longtemps. Ma thérapeute, oui, j'avais commencé à voir une thérapeute. L'une des premières choses faites avec mes nouvelles ressources m'encourageait à examiner pourquoi je ressentais le besoin de cacher ce succès. Mes rares amis proches pensaient que ma famille était toxique, et ne comprenaient pas pourquoi je m'obstinais à garder le contact. Mais il restait ma famille, malgré tout. Une part naïve de moi espérait que, peut-être, ils finiraient par me voir comme quelqu'un d'autre que l'ombre inférieure de Madison. Peut-être que cette révélation changerait la dynamique, les forcerait à reconnaître que j'avais construit quelque chose d'important entièrement par moi-même, sans l'aide ni les encouragements d'aucun d'entre eux. Peut-être que j'existerais enfin à leurs yeux, au lieu de rester la déception de la famille. J'aurais dû m'en douter. Le trajet jusqu'à ma maison d'enfance a duré 4 heures. J'ai passé la majeure partie du temps à répéter différentes façons d'aborder le sujet. Devais-je le mentionner nonchalamment au dîner? Faire une annonce formelle? Attendre le bon moment dans la conversation? Chaque approche me semblait mauvaise, trop arrogante, trop défensive, ou trop désespérée en quête d'une validation dont je n'aurais pas dû avoir besoin. Le trafic du mercredi soir était plus fluide que prévu. Je me suis garé devant la maison juste après 19 heures, derrière un SUV de luxe que je ne connaissais pas, mais que je supposais appartenir à Madison et Marcus. La maison n'avait pas changé, une agréable maison coloniale aux revêtements blancs et aux volets noirs, le jardin avant impeccablement entretenu, et une lumière chaleureuse filtrant par les fenêtres. De l'extérieur, cela aurait pu être la maison de n'importe quelle famille normale et heureuse. Maman a ouvert la porte avant même que j'aie fini de monter les marches du perron. Elle avait vieilli depuis la dernière fois, plus de cheveux gris, des rides plus profondes au coin des yeux. Elle m'a serré dans ses bras pour une étreinte brève, qui semblait plus obligatoire que chaleureuse, parlant déjà alors qu'elle m'entraînait à l'intérieur de l'arrivée de Madison l'après-midi même, de la mine superbe qu'elle avait, et de la chance que nous avions d'être tous ensemble. L'intérieur sentait la dinde et la cannelle. Les trophées de volley de Madison tapissaient toujours l'étagère du couloir. Sa photo de remise des diplômes du lycée trônait toujours à la place d'honneur dans le salon. Je n'ai vu aucune photo de moi visible, mais ce n'était pas une surprise. Madison est apparue depuis la cuisine, impeccable et parfaite comme toujours, ses cheveux blonds tombant en ondulations savantes, vêtue d'une robe plus coûteuse qui coûtait probablement ce que je gagnais autrefois en une semaine au restaurant. Elle m'a serré dans ses bras avec la même énergie obligatoire que maman, déposant un baiser dans le vide près de ma joue, sans presque aucun contact. Marcus est apparu derrière elle, grand et génériquement beau, à la manière des hommes qui portent des vestes en polaire sans manches et jouent au golf. Il m'a serré la main fermement, avec un sourire vide. Papa était dans son fauteuil devant le football. Il a coupé le son quand je suis entré, s'est levé pour m'embrasser, et a posé des questions sur le trajet. Ses cheveux étaient devenus presque entièrement gris, il avait l'air fatigué d'une fatigue profonde, qui n'avait rien à voir avec l'heure. J'ai réalisé que j'étais parti depuis assez longtemps pour que mes parents soient devenus vieux sans que je m'en aperçoive. Nous avons discuté de banalités pendant 1 heure. Madison dominait la conversation, comme toujours, parlant de ses récents projets professionnels, d'un voyage qu'elle et Marcus avaient fait aux îles Turques et Caïques, et de leur projet d'agrandir leur maison en ajoutant une véranda. Maman était pendue à ses lèvres, posant des questions et faisant des commentaires admiratifs. Papa hochait la tête, grognant patiemment son approbation. Marcus ponctuait le récit de détails techniques qui rendaient chaque histoire encore plus impressionnante. Personne ne m'a posé la moindre question sur ma vie. Après la dernière anecdote de Madison sur la conquête d'un client majeur, il y eut un silence dans la conversation. Maman s'est tournée vers moi avec cette expression polie et distante qu'elle avait perfectionnée, celle qui disait qu'elle remplissait une obligation sociale plutôt que d'exprimer un intérêt sincère. Alors, Iris, comment va le travail? Toujours dans tes trucs d'informatique? Mes trucs d'informatique? Comme si la carrière que j'avais bâtie n'était qu'un passe-temps bizarre, comme collectionner des timbres ou faire des mots croisés. Ça va bien, ai-je dit calmement. Je suis toujours dans la même entreprise. C'était techniquement vrai. J'étais resté dans la société mère après l'acquisition, bien qu'à un poste très différent, avec un salaire radicalement différent. C'est bien. Ça doit être dur de rester à la page dans ce milieu. Tout change si vite avec la technologie.
Le ton de maman était compatissant, de la façon dont on parle de la situation malheureuse de quelqu'un. Madison a enchaîné avec une histoire sur la stratégie de marketing numérique de son agence, démontrant sa maîtrise impressionnante des concepts techniques, et la conversation a continué sans moi. J'étais assise sur le canapé, sirotant du vin provenant de la réserve personnelle de Madison et Marcus. Ils avaient apporté plusieurs bouteilles coûteuses d'un vignoble de Napa dont ils étaient membres. J'ai senti le vieux poids familier s'abattre sur moi. Rien n'avait changé. J'avais été idiote de penser le contraire. Cette nuit-là, dans mon ancienne chambre que maman avait transformée en chambre d'amis et débarras, je suis resté éveillé à me demander pourquoi j'étais venu. La pièce ne contenait plus aucun de mes souvenirs d'enfance, tous donnés ou jetés il y a des années, alors que la chambre de Madison était restée parfaitement préservée, comme une sorte de sanctuaire. Des boîtes de décoration de Noël étaient empilées dans le placard où se trouvaient autrefois mes vêtements. Le message était clair, le passé de Madison méritait d'être commémoré, le mien ne valait rien de plus qu'un espace vide pour le surplus des autres. Le matin de Thanksgiving a commencé tôt. Maman était debout dès l'aube pour préparer la dinde et une douzaine d'accompagnements. Madison est apparue en tenue de sport de marque pour son jogging matinal car, bien sûr, elle maintenait une routine de fitness rigoureuse même pendant les vacances. Marcus préparait des cafés élaborés pour tout le monde avec une machine à expresso qu'ils avaient offerte à mes parents le Noël précédent. Papa regardait le défilé à la télé, le son trop fort. J'ai aidé maman en cuisine, épluchant les pommes de terre et coupant les légumes pendant qu'elle me donnait des instructions détaillées, comme si je n'avais jamais rien cuisiné de ma vie. Madison passait périodiquement, picorant quelques morceaux et faisant des suggestions utiles sur des recettes que maman pourrait essayer la prochaine fois. Chaque suggestion était reçue comme une parole divine, maman acquiesçant avec enthousiasme et prenant des notes mentales. Le repas était prévu pour 15 heures. À 14h30, la table était dressée avec la belle vaisselle et les verres en cristal, les bougies allumées. Tout était magnifique. Maman s'était surpassée. La table gémissait littéralement sous le poids de la dinde, de la farce, de la purée, des gratins de haricots verts et de patates douces, de la sauce aux canneberges, des petits pains, et de 3 tartes différentes pour le dessert. Nous avons pris place, maman et papa en bout de table, Madison et Marcus d'un côté, moi seul de l'autre. Papa a dit un court bénédicité, remerciant Dieu pour la famille, les bénédictions et ce repas abondant. Puis, nous avons commencé à faire circuler les plats, remplissant nos assiettes d'assez de nourriture pour tenir une semaine. La conversation durant le dîner a suivi des schémas prévisibles. Papa a interrogé Marcus sur son travail dans la finance. Marcus s'est lancé dans une explication de sa récente promotion au poste de vice-président, des responsabilités accrues, et de l'excellente structure des bonus. Maman rayonnait en regardant Madison, disant à quel point elle était fière que sa fille ait trouvé un mari aussi accompli. Madison a serré la main de Marcus, et lui a adressé ce sourire parfait que je lui connaissais depuis l'enfance. Puis, maman a tourné son attention vers moi, ce même sourire poli figé sur le visage. « Iris, est-ce que tu vois quelqu'un ? Tu ne rajeunis pas, ma chérie. » 31 ans semblait correspondre à l'âge de la retraite dans son estimation. J'ai bu une gorgée de vin, le vin coûteux de Napa, car les goûts de Madison étaient toujours supérieurs. Avant de répondre, j'ai dit « Non, je me suis surtout concentré sur le travail. » Eh bien, tu ne peux pas te concentrer sur le travail éternellement. Tu dois penser à ton avenir, à trouver quelqu'un de stable. Son insistance sur le mot stable était délibérée, sous-entendant que ce que je faisais ne pouvait pas offrir une stabilité adéquate. Madison a renchéri, d'une voix dégoulinante de préoccupation fraternelle. As-tu essayé les applications de rencontres ? Marcus a un collègue qui a rencontré sa fiancée sur l'une d'elles. Je pourrais demander à Marcus de te donner son numéro. Peut-être qu'il pourrait organiser un rendez-vous. L'idée que le collègue du mari de Madison ait pitié de moi était presque risible. Je vais bien, vraiment. J'ai été occupé par quelques changements au travail. Des changements, a demandé papa, avec un intérêt minimal, l'attention toujours à moitié portée sur son assiette. C'était le moment que j'avais à la fois redouté et anticipé. Le secret que je gardais depuis des années était sur le bout de ma langue, et je pouvais soit l'avaler à nouveau, soit le lâcher. J'ai repensé à toutes ces années d'invisibilité, à toutes les réussites passées inaperçues, à toutes les fois où il m'avait fait me sentir petite et insignifiante. J'ai pensé à mon bel appartement, à mon portefeuille d'investissement florissant,
à mon succès qu'il n'avait jamais reconnu parce qu'il n'avait jamais pris la peine de poser une question. J'ai posé mon verre de vin. Ma main était ferme. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'espérais. L'entreprise pour laquelle je travaillais a été rachetée il y a quelques années. Je faisais partie de l'équipe fondatrice, j'avais donc des parts. Quand nous avons vendu, ma part s'est élevée à environ 7 millions d'euros. Le silence qui suivit fut absolu. Tout le monde s'arrêta de manger, les fourchettes restant figées à mi-chemin de la bouche. 4 paires d'yeux se fixèrent sur moi avec des expressions allant de la confusion à l'incrédulité. Maman s'est ressaisie la première, avec un rire nerveux et aigu. « Quoi, Iris ? De quoi tu parles ? Je suis multimillionnaire, ai-je dit clairement. Je le suis depuis 3 ans. J'ai aidé à bâtir une entreprise de logiciels à partir de rien, et nous l'avons vendue pour une somme substantielle. Ma part était de 7 millions d'euros, que j'ai investis et qui ont fructifié. Ma valeur nette actuelle est d'environ 8,5 millions. Le visage de papa était devenu livide. La bouche de Madison était restée légèrement ouverte, son calme olympien se fissurant. Marcus avait l'air d'essayer de faire un calcul mental, pour vérifier si je mentais. Maman me fixait comme si je venais de parler une langue étrangère. Madison a retrouvé la parole en premier. Ce n'est pas possible. Tu es allé à l'université communautaire. Tu as un job technique de base. Tu conduis une vieille voiture. Elle s'est arrêtée, réfléchissant. Attends, quand est-ce que j'ai vu ta voiture pour la dernière fois? Il y a environ 4 ans. J'ai acheté une Lexus il y a 3 ans, ai-je répondu. Je possède aussi un appartement dans un très beau quartier, 3 pièces, cuisine moderne, parking inclus. Le silence s'est étiré à nouveau. Je pouvais les voir tous essayer de concilier cette information avec l'image figée qu'ils avaient de moi, la fille décevante qui n'arriverait jamais au niveau de Madison. L'expression de maman est passée de la confusion à quelque chose de plus dur. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Ta propre famille, et tu nous as caché ce secret pendant des années? L'accusation dans sa voix a allumé une étincelle en moi. Pourquoi je ne vous ai rien dit, ai-je répété. Peut-être parce que toute ma vie, vous m'avez fait comprendre que rien de ce que je fais n'a d'importance. Peut-être parce que chaque conversation tourne autour de Madison et de ses accomplissements, alors que j'existe à peine. Peut-être parce que je savais que, même pour cela, vous trouveriez un moyen de ramener ça à elle, de le minimiser, ou de faire comme si ce n'était pas réel. Ce n'est pas juste, a dit maman, la voix montante. Nous vous avons toujours soutenus toutes les deux, de manière égale. J'ai éclaté d'un rire sec, presque un aboiement. Égale? Tu es sérieuse? La chambre de Madison est préservée comme un musée, la mienne est un débarras. Il n'y a littéralement aucune photo de moi visible dans cette maison. Vous n'êtes même pas venu à ma remise de diplôme à l'université communautaire. Vous n'êtes venu à Michigan State que parce que j'ai insisté. Vous avez passé toute mon enfance à me demander pourquoi je ne pouvais pas être plus comme elle. Nous n'avons jamais à commencer papa, mais sa voix manquait de conviction. Si, vous l'avez fait, constamment, tous les deux. Madison était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal, et j'étais la déception que vous tolériez. Savez-vous combien de fois vous avez oublié mon anniversaire parce que vous étiez occupé à organiser quelque chose pour Madison? Ou combien d'événements scolaires vous avez manqué parce que vous étiez au sien? Madison a frappé la table du plat de la main. C'est ridicule. Tu inventes tout, tu exagères parce que tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. Je ne suis pas jalouse de toi, Madison. Je suis en colère que nos parents aient fait de toi leur monde entier, alors que je ne qualifiais même pas comme satellite. Oh, je t'en prie. Tu es mélodramatique. Alors, maman et papa étaient fiers de moi. C'est peut-être parce que j'ai réellement accompli des choses dont on peut être fier. J'ai travaillé dur, j'ai eu de bonnes notes, et j'ai réussi par moi-même. Toi, tu t'es laissé porter à l'université locale, et tu as eu de la chance avec un peu d'argent. Ça ne te rend pas spécial pour autant. Le mot chance a claqué comme une gifle. De la chance, ai-je dit. J'ai appris la programmation seul. J'ai travaillé des heures démentielles dans une start-up pour presque rien. J'ai aidé à construire quelque chose à partir de rien. J'ai gagné chaque euro de cet argent par mes compétences et mes efforts. Mais bien sûr, appelle ça de la chance si ça te permet de te sentir mieux. Le visage de Madison a viré au rouge.
Tu sais quoi? C'est typique. Tu te pointes ici après des années sans donner de nouvelles, et maintenant tu veux que le dîner de Thanksgiving ne tourne qu'autour de toi. Pauvre Iris ignorait toute sa vie. Laisse-moi rire. Peut-être que les gens faisaient attention à toi si tu faisais un effort avec cette famille, a-t-elle continué. Peut-être que si tu étais venu plus souvent, si tu avais appelé plus, si tu avais agi comme si tu t'en souciais. J'ai arrêté de venir parce qu'être ici me rendait misérable, ai-je coupé. Chaque visite n'était qu'un rappel que je ne comptais pour aucun d'entre vous. Et je ne vous ai pas parlé de l'argent parce que je savais que vous réagiriez exactement comme ça en trouvant un moyen de ramener ça à vous, de jouer les victimes. Ce n'est pas moi la victime ici. C'est toi qui nous as menti pendant des années, a rétorqué Madison, d'une voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Je n'ai pas menti, ai-je dit. J'ai juste gardé cela pour moi. Il y a une différence. Tu nous as laissé croire que tu galérais, que tu joignais à peine les deux bouts, a dit maman. Je n'ai jamais dit que je galérais. Vous l'avez supposé. Vous l'avez tous supposé, parce que vous ne pouviez pas m'imaginer réussir quoi que ce soit. Maman est intervenue, la voix tremblante. Comment oses-tu? Comment oses-tu entrer dans cette maison et attaquer ta famille de la sorte? Nous t'avons élevé, nous avons subvenu à tes besoins, nous t'avons aimé. Vous avez aimé Madison, ai-je dit. Vous m'avez toléré. Ce n'est pas vrai, a hurlé maman, les larmes coulant sur son visage. J'ai aimé mes deux filles de la même manière. Si tu as ressenti le contraire, c'est ta perception, pas la réalité. Tu déformes tout, tu fais de nous des méchants, parce que tu ne peux pas gérer tes propres insécurités. Mes insécurités, ai-je dit. Vous les avez créées. Toi et papa avez passé toute mon enfance à me comparer à Madison, et à me trouver insuffisante à chaque fois. Papa a finalement pris la parole, d'une voix calme mais dévastée. Tu nous as menti pendant des années. Tu nous as laissé nous inquiéter pour toi, penser que tu avais des problèmes financiers. Ta mère et moi avons mis de l'argent de côté pour t'aider si tu en avais besoin. Nous mettions quelques centaines d'euros de côté chaque mois, parce que nous pensions que notre fille pourrait avoir besoin d'aide. Et pendant tout ce temps, tu avais des millions et tu n'as rien dit. La culpabilité m'a frappé plus fort que prévu. Je ne savais pas qu'ils économisaient pour moi, mais même cela me semblait compliqué. Économisaient-ils pour m'aider, ou pour soulager leur culpabilité de préférer Madison? Je ne vous ai pas demandé de faire ça, ai-je dit, la voix plus basse désormais. Tu n'avais pas à demander. Nous sommes tes parents. C'est ce que font les parents, a dit papa. Ah bon, ai-je demandé. Parce que je ne me souviens pas que vous m'ayez aidé pour l'université. J'ai cumulé 2 boulots pendant que Madison recevait de l'aide pour ses frais de scolarité. Je ne me souviens pas que vous ayez soutenu mes choix de carrière. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous rameniez le sujet sur Madison. Madison s'est levée brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. Je ne peux plus écouter ça. Tu es délirante, Iris. Tu as créé tout ce récit où tu es la fille négligée, et ce n'est tout simplement pas vrai. Nos parents nous ont aimés toutes les deux. S'ils étaient fiers de mes accomplissements, c'est parce que je leur ai donné des raisons d'être fiers. Ce n'est pas du favoritisme. C'est la loi de cause à effet. Donc, je ne leur ai jamais donné de raison d'être fier? Tu étais correct. Tu étais dans la moyenne. Mais tu agis comme si être dans la moyenne, dans une famille avec quelqu'un d'exceptionnel, faisait de toi une victime. Le mot exceptionnel sortant de sa propre bouche était presque insupportable. Tu es incroyable. Non, c'est toi qui es incroyable, a répliqué Madison. Tu restes là avec tes millions d'euros, à jouer les blessés. Est-ce que tu te rends compte de la façon dont ça sonne? C'est tellement privilégié et ridicule. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit. Ça ne l'a jamais été. C'est une question d'être enfin vu. D'avoir enfin la reconnaissance que j'existe en tant qu'autre chose que ton ombre. Madison a saisi son verre de vin, ce vin coûteux de Napa qu'ils avaient apporté, ce vin censé démontrer leur goût sophistiqué et leur esprit généreux. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait boire une gorgée. Au lieu de cela, elle me l'a jeté directement au visage. Le vin a frappé mon visage et ma poitrine dans une éclaboussure froide, trempant mon pull et dégoulinant sur mon jean. Le verre lui-même m'a manqué, heurtant le mur derrière ma chaise et volant en éclats sur le sol.
Le vin rouge foncé coulait le long du papier peint que maman avait choisi il y a des années, le tachant comme du sang. Madison. La voix de papa était choquée et colérique. Mais Madison n'en avait pas fini. Tu n'as pas le droit de venir ici et de te comporter en supérieur. Tu n'as pas le droit d'étaler ton argent et d'agir comme si cela prouvait quoi que ce soit. Tout ce que cela prouve, c'est que tu as eu de la chance. Et maintenant, tu utilises cette chance pour blesser des gens qui tiennent vraiment à toi. Je me suis levé lentement, le vin dégoulinant de mes cheveux, mes vêtements trempés. Des gens qui tiennent à moi, ai-je dit. Vous ne m'avez pas posé une seule question sincère sur ma vie depuis 10 ans. Aucun d'entre vous. Et maintenant, vous êtes en colère parce que j'ai arrêté de prétendre être l'échec que vous aviez tous imaginé. Maman s'était complètement effondrée, sanglotant dans ses mains, les épaules secouées. Papa restait figé, fixant le mur taché de vin comme s'il pouvait y trouver des réponses. Marcus avait la main sur l'épaule de Madison, essayant de la calmer, bien qu'il ait l'air presque aussi choqué que les autres. Je devrais y aller, ai-je dit doucement. La voix de papa est sortie dans un murmure à peine audible, rauque d'émotion. Tu nous as menti. Pas de Madison t'a jeté du vin dessus, pas de calmons-nous et discutons juste tu nous as menti. Comme si mon omission était la pire chose qui se soit produite à cette table. J'ai eu un rire méprisant. Comme si des années à être ignorées et écartées ne signifiaient rien comparé au fait d'avoir gardé un secret. J'ai gardé une chose privée, ai-je corrigé. Il y a une différence. Et peut-être que je l'aurais partagé, si j'avais un jour senti que vous vouliez vraiment connaître ma vie. Mais vous ne vouliez pas. Vous ne voulez toujours pas. Vous êtes juste en colère parce que l'histoire que vous vous racontiez à mon sujet s'est avérée fausse. J'ai attrapé mon sac là où je l'avais laissé sur la table basse. Mon manteau était dans le placard de l'entrée. Le vin faisait un bruit spongieux dans mes chaussures alors que je marchais, laissant des traces sombres sur le tapis beige de maman. Elle détesterait ça une chose de plus qu'il pourrait me reprocher. Iris, attends, a dit papa, en se levant, mais il ne m'a pas suivi dans le couloir. Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé mon manteau, j'ai ouvert brusquement la porte d'entrée, et je suis sorti dans la fraîcheur du soir de novembre. La température avait chuté, mon souffle était visible dans l'air. Mon pull imbibé de vin ne m'offrait aucune protection contre le froid. J'ai tâtonné avec mes clés de voiture, les mains tremblantes maintenant que l'adrénaline retombait. Derrière moi, j'entendais des éclats de voix monter de l'intérieur de la maison à Madison criant quelque chose que je ne parvenais pas à distinguer, maman pleurant toujours, la voix basse de Marcus essayant de faire médiation. Je m'en moquais désormais. J'en avais fini. Le trajet de retour vers mon appartement a duré 5 heures, car j'ai dû m'arrêter 2 fois sur le bas-côté. Une fois parce que je tremblais trop pour conduire prudemment, une autre fois parce que je me suis mise à pleurer et que je ne voyais plus la route. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des appels et des SMS que j'ignorais. Quand je suis arrivé chez moi, il était presque minuit. J'ai enlevé mes vêtements tachés, j'ai pris une douche brûlante, et je me suis effondré dans mon lit, me sentant totalement vide. Le vendredi de Thanksgiving, j'ai ignoré mon téléphone complètement. Qu'ils appellent, qu'ils écrivent et qu'ils laissent des messages. J'ai commandé des plats chinois, regardé Netflix, et essayé de ne pas penser au regard de papa, ou à la crise de maman, ou au vin coulant sur mon visage. J'essayais de ne pas me demander si j'avais bien fait, ou si j'avais simplement fait exploser ma famille pour rien. Le samedi matin, j'ai fini par écouter les messages vocaux. Maman pleurait, me suppliant de la rappeler pour que nous puissions arranger ça. Madison, glaciale, me disait que je devais des excuses à tout le monde pour avoir ruiné Thanksgiving. Marcus essayait maladroitement de jouer les pacificateurs, suggérant une séance de thérapie familiale. La voix de papa, lourde et fatiguée, disait simplement « Rappelle ta mère. Elle est inquiète. » Je les ai tous supprimés. Le dimanche après-midi, on a sonné à ma porte. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à regarder par le Judas. Mon père se tenait là, seul, l'air vieux et épuisé d'une manière qui m'a serré le cœur. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes dévisagés pendant un long moment. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-il demandé. Je me suis écarté. Il est entré lentement, observant mon appartement avec une surprise évidente, les hauts plafonds, le mobilier moderne, la cuisine avec ses comptoirs en marbre. Ce n'était pas l'appartement de quelqu'un qui galère. « C'est beau », a-t-il dit doucement.
Vraiment beau. Merci. Maman ne sait pas que je suis là. Madison non plus. J'avais besoin de te voir, de voir si tu allais bien. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Aucun de nous ne va bien. Il s'est assis sur mon canapé sans demander, paraissant soudain épuisé. Iris, qu'est-ce qui s'est passé jeudi? J'ai dit la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Tu nous as tendu une embuscade avec des informations que tu cachais depuis des années, puis tu t'es mise en colère quand nous avons mal réagi. Mal réagi? Madison m'a jeté du vin au visage. Je sais qu'elle a eu tort de faire ça. Je le lui ai dit. Mais Iris, tu dois comprendre à quel point c'était choquant. Nous pensions connaître ta vie. Nous pensions comprendre ta situation. Et soudain, tu lâches cette bombe, et tu t'attends à ce que nous fassions quoi, que nous t'applaudissions? Je m'attendais à ce que vous soyez peut-être heureux pour moi, ou du moins, à ce que vous ne fassiez pas immédiatement de moi la coupable sous prétexte que je ne vous l'avais pas dit plus tôt. Papa s'est frotté le visage des deux mains. Ta mère et moi avons mis de l'argent de côté pour toi. Pas une fortune, mais quelques centaines d'euros par mois depuis 2 ans. Nous essayons de constituer un fonds au cas où tu aurais besoin d'aide pour un apport pour une maison un jour, ou en cas d'urgence, ou si tu voulais reprendre tes études. Nous faisions attention à nos dépenses, parce que nous pensions que notre fille pourrait avoir besoin de nous. La culpabilité fut écrasante. Je ne savais pas ça. Nous sommes tes parents. Nous voulions aider, mais maintenant, je découvre que tu n'avais besoin d'aucune aide. Tu avais des millions, et tu nous as laissé nous sacrifier pour rien. Ce n'était pas pour rien, ai-je dit. Vous l'avez fait parce que vous m'aimez, non? Parce que vous vouliez aider votre fille. Ma voix s'est brisée. Sauf que vous n'avez jamais voulu m'aider auparavant. Vous ne m'avez jamais aidé pour l'université comme vous l'avez fait pour Madison. Vous n'avez jamais soutenu ma carrière, ni posé de questions sur mon travail, ni semblé le moins du monde intéressé par ma vie. Alors, pardonne-moi si j'ai du mal à croire qu'il s'agit d'amour, et pas seulement du fait que vous vous sentez idiot. Ce n'est pas juste, Iris. Papa, regarde cet endroit. Je l'ai acheté moi-même. J'ai construit une carrière et j'ai réussi sans le moindre soutien ni encouragement de ta part ou de celle de maman. Et la première fois que j'essaie de vous en parler, vous dites que je vous ai victimisé en gardant un secret. Vous ne dites pas félicitations, ou je suis fier de toi, ou ouah, notre fille a accompli quelque chose d'incroyable. Tu dis que j'ai menti. Tu te focalises sur ce que j'ai prétendument fait de mal. Il est resté silencieux un long moment. Tu as raison sur le fait que nous avons favorisé Madison, a-t-il admis enfin. On l'a fait. Elle était plus facile, elle réussissait mieux, elle était plus présente. Et toi, tu étais toujours si renfermée, si distante. Nous ne savions pas comment t'atteindre. J'étais renfermée parce que vous aviez bien fait comprendre que j'étais la seconde. J'étais distante parce qu'être avec vous me faisait souffrir. Chaque fête, chaque appel, chaque interaction était un rappel que je n'étais pas à la hauteur du standard de Madison. Nous vous aimions toutes les deux. Vous aimiez davantage Madison. Et peut-être que vous aimiez une version de moi que vous auriez aimé voir exister, mais vous n'avez jamais aimé la véritable moi. Vous ne m'avez même pas vu. Vous ne me voyez toujours pas. Les yeux de papa étaient humides, je l'avais rarement vu pleurer. Qu'est-ce que tu attends de nous, Iris? Qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Je ne sais pas si quoi que ce soit le pourra. C'est bien là le problème. Veux-tu que nous nous excusions? Nous pouvons le faire. Ta mère est dévastée. Madison est en colère, mais elle est aussi perdue. Nous essayons tous de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez enfin vu, ai-je dit, vraiment vu. Et votre première réaction a été de m'attaquer parce que je vous mettais mal à l'aise. Ce n'est pas il s'est arrêté. Peut-être que c'est en partie vrai. Mais Iris, tu dois aussi assumer une part de responsabilité. Tu as gardé ce secret délibérément. Tu savais que cela nous blesserait de l'apprendre. Peut-être qu'une part de toi le voulait. Il n'avait pas tout à fait tort. Une part sombre de moi avait voulu les blesser comme il m'avait blessé pendant des années. Mais je voulais aussi, simplement, qu'ils me voient et qu'ils reconnaissent que je méritais d'être remarqué. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, papa. Je suis désolé que vous vous soyez sentis idiots. Je suis désolé que Madison m'ait jeté du vin dessus.
Je suis désolé que Thanksgiving ait été ruiné. Mais je ne suis pas désolé d'avoir construit quelque chose par moi-même, ni d'avoir de l'argent, ni d'avoir enfin dit la vérité. Je ne veux pas que tu sois désolé de ton succès, a-t-il dit. Je veux retrouver ma famille. Je veux que mes 2 filles se parlent. Que ta mère ne s'endorme pas en pleurant. Un moyen de réparer ce qui est brisé. C'était déjà brisé, ai-je répondu. Je l'ai juste enfin dit tout haut. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Dehors, la ville continuait de s'agiter en ce dimanche après-midi, indifférente à notre petite tragédie familiale. Finalement, papa s'est levé. Je suis fier de toi, a-t-il dit. J'aurais dû le dire en premier, mais je le dis maintenant. Ce que tu as accompli, bâtir une entreprise, gagner des millions, c'est incroyable. Je suis fier, et je suis désolé de ne pas te l'avoir dit jeudi. Les mots que j'avais attendus toute ma vie sonnaient creux désormais, offerts trop tard et sous la pression, mais ils ont tout de même fendu quelque chose dans ma poitrine. Merci, ai-je chuchoté. Est-ce que tu accepteras de parler à ta mère, et peut-être plus tard à Madison? Je ne te demande pas de t'excuser. Juste de parler. Laisse-les digérer tout ça. Essayons tous d'avancer d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin de temps. Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Iris, cet argent que tu as, ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Succès ou échec, million ou rien, tu es toujours ma fille. Je suis désolé si je t'ai fait sentir un jour que ta valeur était liée à tes accomplissements. C'était mal. Après son départ, je suis resté debout dans mon bel appartement dans cette vie que j'ai bâtie et qu'il n'avait jamais vue et j'ai pleuré pour tout ce qui était brisé, pour tout ce qui aurait pu être différent. Les semaines qui suivirent furent compliquées. Je ne suis pas rentré pour Noël. Maman m'a envoyé de longs emails, mêlant excuses et auto-justifications. Madison n'a rien envoyé, maintenant un silence radio total. Papa m'appelait tous les dimanches des conversations maladroites, mais qui devenaient peu à peu plus faciles. Il voulait comprendre mon travail, ma vie, la personne que j'étais devenue sans qu'il ne s'en aperçoive. J'ai commencé à voir ma thérapeute 2 fois par semaine au lieu d'1. Nous avons analysé des années de dynamique familiale, les blessures nées de l'invisibilité, ce mélange complexe de ressentiment et de manque qui m'avait poussé à garder des secrets pour mieux les révéler de manière dramatique. Elle m'a demandé ce que je voulais vraiment. La réponse n'était pas simple. Finalement, j'ai accepté de déjeuner avec maman à juste nous deux, en terrain neutre. Elle a pleuré pendant la moitié du repas, s'excusant pour des choses que j'avais acceptées depuis longtemps de ne jamais voir reconnues. Elle a essayé d'expliquer comment elle avait pris mon silence pour du contentement plutôt que pour un retrait, comment elle avait interprété ma distance comme de l'indépendance plutôt que de la souffrance. Ces explications n'étaient pas des excuses valables, mais c'était déjà quelque chose. Avec Madison, ce fut plus long. 6 mois après Thanksgiving, nous nous sommes vus pour un café. Elle était rigide et sur la défensive au début, mais finalement, son armure s'est un peu fissurée. Elle a admis qu'elle avait toujours su qu'elle était la favorite, mais qu'elle n'avait jamais voulu examiner ce que cela signifiait pour moi. Elle a dit qu'elle avait été en colère parce que ma révélation l'avait obligée à remettre en question des choses qu'elle considérait comme acquises. Elle ne s'est pas excusée pour le vin, mais elle a dit qu'elle avait peut-être surréagi. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Nous ne sommes pas proches, nous ne le serons peut-être jamais, mais c'était un début. Ma relation avec mes parents est différente aujourd'hui. Meilleure par certains aspects, toujours abîmée par d'autres. Ils font plus d'efforts pour s'intéresser à ma vie, même si cela semble parfois forcé. Je partage davantage, bien qu'avec prudence, toujours consciente de la facilité avec laquelle nous pourrions retomber dans nos vieux schémas. Nous essayons tous de construire quelque chose de nouveau sur les décombres de ce qui a explosé ce jour de Thanksgiving. Parfois, je me demande si j'ai eu raison de leur dire, si le prix en valait la brève satisfaction de voir leur certitude voler en éclats. Mais ensuite, je me rappelle le poids du secret, le jeu constant de paraître moins que ce que j'étais, la façon dont cela me rongeait de l'intérieur. Et je me dis que cela devait probablement arriver. J'ai construit une vie qu'ils n'ont jamais vue. Maintenant, ils la voient, et nous nous adaptons tous à la vue. C'est désordonné et imparfait, mais c'est honnête. Enfin, terriblement honnête. Et cela doit bien compter pour quelque chose.